Nous allons débuter notre étude sur les atomes par ce chapitre modèle pour l'atome. La structure de l'atome est en effet impossible à observer directement, d'où la nécessité de construire des modèles. Ce chapitre sera l'occasion de travailler des notions en continuité avec l'enseignement du secondaire, aussi bien du programme de chimie avec des notions au programme de seconde, comme le modèle simple de l'atome, l'élément chimique et son cortège électronique, mais aussi des notions du programme de physique, avec par exemple des notions au programme de terminale, comme la quantification des niveaux d'énergie, et puis les spectres atomiques. Alors nous débuterons par un historique sur les différents modèles atomiques, puis nous aborderons la notion de quantification de l'énergie. Ce sont ces deux paragraphes qui seront pour la plupart d'entre vous des rappels du lycée. On évoquera ensuite un modèle de l'atome plus poussé, le modèle quantique, que l'on appliquera au cas simple de l'atome d'hydrogène, avant de l'étendre, mais ce sera dans le chapitre suivant, à l'ensemble des éléments chimiques. Au niveau de l'historique, on va commencer par une brève introduction et on ira regarder la structure atomique de la matière. Comme je vous le disais tout à l'heure, la structure de l'atome est impossible à observer directement. Voilà ce qu'on peut observer avec des techniques très poussées de microscopie à force atomique. Et en fait, on ne voit pas l'atome et on ne voit pas l'intérieur de l'atome. D'où la nécessité, comme on en a déjà parlé, d'un modèle. Les modèles, il en existe plusieurs. Le premier modèle, c'est un modèle grec qui donne son nom d'ailleurs à atome, de atomos, qui est quelque chose d'indivisible. En 1803, Dalton a repris cette idée de particules indivisibles. En fait, Dalton a dit que l'atome, c'était une sphère indivisible. Le modèle a ensuite évolué avec les avancées expérimentales pour passer au modèle de Thomson, puis de Rutherford, puis de Bohr et enfin de Schrödinger. Les différentes avancées expérimentales qui ont permis l'évolution de ces modèles, ça a d'abord été la découverte de l'électron, puisqu'il n'y avait pas d'électron dans le modèle de Dalton, puis la mise en évidence du noyau qui a abouti au modèle de Rutherford. Bohr a juste modifié légèrement le modèle de Rutherford pour expliquer certains résultats expérimentaux comme la quantification de l'énergie. Et enfin, est apparue la théorie quantique à travers la mécanique quantique au début du XXe siècle, qui a permis à Schrödinger d'élaborer le modèle de Schrödinger de l'atome plus poussé, qui permettait d'expliquer certains résultats que le modèle de Bohr n'expliquait pas. Alors nous, on s'intéressera surtout au modèle de Bohr et au modèle quantique de Schrödinger. Mais avant cela, je vais vous rappeler le modèle le plus simple de l'atome, celui qui consiste à visualiser l'atome comme un noyau atomique et des électrons. Le noyau atomique, c'est quelque chose de chargé positivement qui est composé de protons et de neutrons. Et puis on a, dans cet atome, des électrons qui évoluent, on dit qu'ils gravitent autour du noyau. Alors ayez en tête que l'atome a une structure lacunaire, c'est-à-dire que l'atome, c'est un noyau et des électrons, certes, mais c'est surtout du vide. Alors ce qui est indiqué ici, vous avez le rayon du noyau qui est de l'ordre de 10-15 mètres, alors que l'atome a lui un rayon d'environ 10-10 mètres. C'est-à-dire que les électrons évoluent à une distance du noyau 10 puissance 5, donc 100 000 fois supérieure au rayon de ce noyau. Bon, pour fixer un petit peu les idées, si le noyau il avait la taille d'une balle de ping-pong, c'est-à-dire un rayon d'environ 2 cm, les électrons se trouveraient à environ 2 km de ce noyau. Et entre les deux, c'est du vide. On peut illustrer cette structure lacunaire de la matière à l'aide d'un autre exemple. Si vous considérez la tour Eiffel, constituée essentiellement de fer, eh bien si tous les noyaux de fer constitutifs de cette tour Eiffel se touchaient, c'est-à-dire si on n'avait pas de vide à l'intérieur de la matière, eh bien en fait la tour Eiffel ne serait pas plus grande qu'une tête d'épingle. Bon, pourtant, la matière serait quand même là, et cette tête d'épingle, elle peserait tout de même pas loin de 9000 tonnes. On va introduire à ce stade deux paramètres fondamentaux dont on se servira allègrement par la suite. On va appeler numéro atomique, ou nombre de charge, le nombre de protons d'un atome, et il sera noté grand Z. On va appeler nombre de masse le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Il est noté grand A. L'atome X va alors être symbolisé par le symbole suivant. X dépendra de l'atome considéré. On va noter son nombre de masse grand A en exposant à gauche et son numéro atomique grand Z en indice à gauche. Intéressons-nous maintenant aux propriétés des particules élémentaires que sont l'électron, le proton et le neutron. En commençant par leur charge. L'électron a une charge de moins E, c'est-à-dire moins la charge élémentaire, ou moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Le proton a une charge
qui lui est opposé, donc de plus E, plus 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Le neutron, et c'est pour ça qu'on l'appelle neutron, n'est pas chargé. Alors, le fait que la charge de l'électron soit l'opposé de la charge du proton impose à un atome qui possède Z protons de posséder également Z électrons, puisque l'atome est une entité électriquement non chargée. On illustre ici pourquoi une des appellations de Z est le nombre de charges. La cohésion globale de l'atome est assurée par des forces électrostatiques entre les charges opposées des protons et des électrons, les forces de coulombiennes classiques. Pour autant, dans le noyau, les forces électrostatiques sont répulsives et elles tendent à éloigner les protons les uns des autres. C'est les seules espèces chargées, et 2 charges plus vont tendre à s'éloigner. C'est le rôle des neutrons, en fait, d'assurer la cohésion du noyau. Les neutrons, ils ont pour rôle de vaincre ces forces répulsives en établissant ce qu'on appelle des forces nucléaires qui assurent la cohésion du noyau. Bon, éventuellement, on peut rappeler que lorsque ces forces nucléaires, qu'on ne détaillera pas, mais n'arrivent plus à assurer sa stabilité, le noyau se désintègre, et ceci est à l'origine de la... Intéressons-nous maintenant aux propriétés des particules élémentaires, que sont l'électron, le proton et le neutron. En commençant par leur charge. L'électron a une charge de moins E, c'est-à-dire moins la charge élémentaire, ou moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Le proton a une charge qui lui est opposé, donc de plus E, plus 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Le neutron, et c'est pour ça qu'on l'appelle neutron, n'est pas chargé. Alors, le fait que la charge de l'électron soit l'opposé de la charge du proton impose à un atome qui possède Z protons de posséder également Z électrons, puisque l'atome est une entité électriquement non chargée. On illustre ici pourquoi une des appellations de Z est le nombre de charges. La cohésion globale de l'atome est assurée par des forces électrostatiques entre les charges opposées des protons et des électrons, les forces de coulombiennes classiques. Pour autant, dans le noyau, les forces électrostatiques sont répulsives et elles tendent à éloigner les protons les uns des autres. C'est les seules espèces chargées, et 2 charges plus vont tendre à s'éloigner. C'est le rôle des neutrons, en fait, d'assurer la cohésion du noyau. Les neutrons, ils ont pour rôle de vaincre ces forces répulsives en établissant ce qu'on appelle des forces nucléaires qui assurent la cohésion du noyau. Bon, éventuellement, on peut rappeler que lorsque ces forces nucléaires, qu'on ne détaillera pas, mais n'arrivent plus à assurer sa stabilité, le noyau se désintègre, et ceci est à l'origine de la... Intéressons-nous maintenant aux propriétés des particules. La notion d'atome s'inscrit dans une notion beaucoup plus large qui est celle de l'élément chimique. La notion d'atome s'inscrit dans une notion beaucoup plus large qui est celle de l'élément chimique. La notion d'atome s'inscrit dans une notion beaucoup plus large qui est celle de l'élément chimique. La notion d'atome s'inscrit dans une notion beaucoup plus large qui est celle de l'élément chimique. La notion d'atome s'inscrit dans une notion beaucoup plus large qui est celle de l'élément chimique. La notion d'atome s'inscrit dans une notion beaucoup plus large qui est celle de l'élément chimique. La notion d'atome s'inscrit dans une notion beaucoup plus large qui est celle de l'élément chimique. La notion... À un élément vont être associés différents atomes. On va le rappeler diapositive suivante avec la notion d'isotope. Mais outre les différentes formes atomiques, on va également associer à un élément différentes formes ioniques. On parle d'ions atomiques ou plus généralement d'ions, même s'il existe également des ions formés à partir de molécules qui seront des ions moléculaires. Bon, souvent, ions atomiques, ions moléculaires, on se traduisent dans le seul terme que vous connaissez, le terme ion. Donc si je considère un atome donné avec un nombre de protons Z, s'il est sous sa forme atomique, il a Z électrons. Je peux lui enlever des électrons et je passe alors à un cation. Je peux lui ajouter des électrons et je passe alors à un anion. Les notations, eh bien, c'est en fonction du nombre d'électrons enlevés ou du nombre d'électrons ajoutés. C'est pas forcé qu'un ion soit juste par rapport à l'atome un excès d'un électron ou un défaut d'un seul électron. On peut enlever 1, 2, n électrons pour former différents cations et on peut ajouter 1, 2, n électrons pour former différents anions.
Alors, comme je l'ai dit diapositive précédente, à un élément vont être associés différents atomes parce qu'il y aura différentes formes isotopiques. Alors, des isotopes, c'est des isotopes d'un même élément, ce sont des espèces qui ont le même nombre de protons, même Z, mais ça c'est dans la définition puisque c'est d'un même élément, qui ont par contre un nombre de neutrons différent et donc un nombre de masses A différent. Exemple, avec les isotopes du carbone, ce qu'on va appeler le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14 en fonction du nombre de masses. Pour tous ces isotopes, c'est toujours le même élément, c'est toujours le carbone, il y a toujours 6 protons, c'est bien Z, qui caractérise l'élément. Ensuite, dans le carbone 12, vous avez 6 neutrons, dans le carbone 13, vous en avez 7, dans le carbone 14, vous en avez 8, et donc c'est 3 formes différentes de l'élément carbone. Autre exemple avec les isotopes de l'élément hydrogène. Alors je vous cite cet exemple parce que historiquement, eh bien, on ne donne pas la même lettre pour les différents isotopes. Alors ça, c'est pas une très bonne idée, étant donné que la lettre caractérise un élément et que c'est en fonction du nombre de protons. Eh bien, hydrogène, deutérium et tritium ont beau avoir pas le même nombre de neutrons, ils ont le même nombre de protons, et il aurait été plus logique d'avoir toujours la même lettre H. Bon, il se trouve que c'est pas le cas, et donc l'hydrogène possède 3 isotopes. L'hydrogène avec 0 neutrons. Alors, comme je l'ai dit diapositive précédente, à un élément vont être associés différents atomes parce qu'il y aura différentes formes isotopiques. Alors, des isotopes, c'est des isotopes d'un même élément, ce sont des espèces qui ont le même nombre de protons, même Z, mais ça c'est dans la définition puisque c'est d'un même élément, qui ont par contre un nombre de neutrons différent et donc un nombre de masses A différent. Exemple, avec les isotopes du carbone, ce qu'on va appeler le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14 en fonction du nombre de masses. Pour tous ces isotopes, c'est toujours le même élément, c'est toujours le carbone, il y a toujours 6 protons, c'est bien Z, qui caractérise l'élément. Ensuite, dans le carbone 12, vous avez 6 neutrons, dans le carbone 13, vous en avez 7, dans le carbone 14, vous en avez 8, et donc c'est 3 formes différentes de